Bonjour à toutes et tous. Je remercie Ifae, Teddy et Marielle pour leur invitation à échanger sur le futur de la fonction des DAF. J'en profite pour saluer votre vision et votre engagement en faveur de nouvelles formes de travail et de la préservation de la nature. Voici le sommaire de cette présentation qui durera environ 30 minutes. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Gaude Luneau, j'ai 43 ans, j'ai fondé la société DAF Nature pour offrir un service externalisé de gestion administrative et financière. Ce projet est l'aboutissement d'une expérience de plus de 20 ans au sein d'entreprises de toute taille, françaises ou étrangères, et de différents secteurs. J'ai occupé diverses fonctions, dont celle de RAF en France et en Espagne, pendant 7 ans, au sein de 2 TPE, dont l'une était la filiale d'un groupe espagnol. Au gré des missions, je sème les graines d'une gestion efficace, responsable et 360 degrés. Efficace, car le DAF a besoin d'outils et de process fiables qui lui font gagner du temps. Responsable, car il y a une urgence à prendre en compte le vivant se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, ce qui nécessite de développer une vision globale des activités. Les catastrophes naturelles, les changements climatiques, l'extinction des espèces, les épidémies, les bouleversements géopolitiques, les crises économiques, comme celles que nous vivons, obligent les États, les collectivités et les entreprises à s'adapter. Des exemples? Le gouvernement français doit justifier de son action climatique auprès du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Un projet de loi sur le délit d'écocide est actuellement discuté. L'Union européenne élabore le Green Deal et la taxonomie verte. Une entreprise pétrolière, Total, va gérer les bornes de recharge des Autolib. Le monde change et c'est pourquoi les DAF s'organisent, car il apparaît de plus en plus évident que les rouages économiques actuels nous mènent vers une terre inhabitable. À l'écran, vous découvrez quelques illustrations des initiatives de DAF en France et à l'étranger qui travaillent à la définition de nouveaux principes, pratiques et outils. On les retrouve également aux côtés d'autres profils au sein de l'Alliance Compta Régénération 2020 et de l'association Rupture, deux organisations avec lesquelles j'ai le plaisir de collaborer. Des fonctions comme directeur financier du développement durable et de la nature apparaissent au sein des entreprises, chez Danone, chez L'Oréal. Delphine Gibassier nous présentera le MBA d'Audencia, une école pour les DAF de demain. Sans tous les citer, on observe qu'un nombre croissant d'acteurs du chiffre se mobilisent. Ne demandez pas ce que votre planète peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre planète. Alors, pour aider la planète, souvenons-nous d'abord des bienfaits que nous procure la nature. Vivre sur Terre, grâce à ses 4 grandes fonctions, d'approvisionnement, de régulation, de soutien et de fonctions socioculturelles. Il est toujours très délicat de donner un prix à ces services que nous rend gratuitement la nature, parce que c'est calqué sur le vivant une vision anthropocentrée. À l'échelle mondiale, ces services sont estimés à 125 000 milliards de dollars par an. À titre de comparaison, le PIB mondial en 2018 était de 84 740 milliards de dollars. Nos activités économiques ne laissent pas le temps à la nature de se régénérer et conduisent à dépasser les limites planétaires. En effet, le 22 août 2020, nous avions consommé ce que la Terre pouvait produire en un an. Nous vivons donc à crédit depuis près de 4 mois et consommons les ressources de nos enfants. Pour tenir cette cadence, il nous faudrait 1,6 terre. Cherchez l'erreur. En 2020, les 5 premiers risques pour l'économie mondiale identifiés par le Forum économique mondial sont environnementaux. L'urgence est donc celle du vivant. En 30 ans, les populations de vertébrés sauvages ont décliné en moyenne de 68%. En 2010, un tiers de la planète aurait déjà été converti en un parking stérile grand comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Océanie réunis. Le vivant, c'est la biodiversité, c'est l'humain et le non-humain. Son érosion est due à la consommation, la production, les marchés, la finance et la gouvernance. Vous découvrez à l'écran les 5 points de pression que ces moteurs exercent sur la biodiversité et quelques-unes des conséquences dramatiques que tout cela engendre. Quels sont les risques encourus par les entreprises qui n'intégreraient pas la préservation du vivant dans leur modèle d'affaires?
Le premier de tous les risques est la santé humaine. L'initiative One Health estime que la santé planétaire, la santé humaine et la santé des animaux sont intimement liées et ne forment qu'une seule et même planète. Il y a également des risques directs qui vont impacter les activités de l'entreprise: qualité, raréfaction, rupture des matières premières. Il y a des risques indirects, comme la perte de marché, car les consommateurs se tournent vers des services et des produits respectueux des hommes et de la planète. La marque s'expose aussi à être fichée comme un mauvais élève. Les risques réglementaires qui tendent à se durcir et exiger davantage d'actions de la part de l'ensemble des acteurs économiques. Et enfin, les risques financiers, soit par l'augmentation des primes d'assurance, soit par des amendes, ou par la difficulté de trouver des financements avec l'application croissante des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, par les investisseurs. Dans les tâches que le DAF effectue, il y a selon moi des similitudes avec d'autres métiers, et c'est cette combinaison qui fait de lui un acteur clé de la transition écologique, sociale et sociétale. Le DAF est un traducteur, parce qu'il parle le langage de l'entreprise, la comptabilité, dont je rappelle les 4 grandes fonctions. Première fonction, prendre en compte, c'est-à-dire que faut-il prendre en compte dans les états financiers? Aujourd'hui, c'est l'ensemble des flux physiques et financiers de l'entreprise avec ses parties prenantes. Je partage une question. Est-ce parce que la nature donne gratuitement qu'elle n'y figure pas? Deuxième fonction, compter. C'est-à-dire quelle unité de comptage choisit-on? Comment compte-t-on? Que compte-t-on? Les systèmes actuels sont monétaires, ce qui induit que pour qu'ils soient considérés dans les états financiers, les services de la nature devraient être traduits en euros, tout comme les actions de destruction ou de préservation de l'entreprise. Troisième fonction, rendre compte. De quoi et à qui, pour permettre des prises de décision avisées. Ce qui pose par exemple la question suivante. Comment des actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, collectivités peuvent-ils prendre des décisions éclairées si les enjeux sociétaux et environnementaux ne sont pas considérés dans les états financiers? Dernière fonction de la comptabilité, être comptable de, c'est-à-dire la notion de responsabilité qui se trouve derrière les écritures comptables. On garde une inscription de ce qui a été fait, ce qui génère des régimes de responsabilité particuliers. Je partage avec vous une autre question. Si la nature ne figure pas dans les états financiers, l'entreprise est-elle responsable des dégâts causés par elle, sur elle, par son activité, pardon? Si oui, jusqu'où s'étend cette responsabilité? La comptabilité n'est pas un langage neutre. Les quelques questions que j'ai posées interrogent le principe de l'image sincère, fidèle et conforme des états financiers actuels. L'entreprise est une entité vivante. Elle est composée d'êtres humains, elle entretient des relations avec une variété d'autres êtres humains, ses parties prenantes, et ancre ses racines sur un territoire. Dans le cadre de ses activités économiques, elle forme un écosystème dont le DAF fait partie. Ses fonctions, selon moi, s'apparentent aussi à celles d'un jardinier. Il prépare le sol de l'entreprise lorsqu'il se charge de la planification financière, du business plan ou de la mise en œuvre des décisions stratégiques. En sélectionnant les fournisseurs, en recrutant, fidélisant et développant les talents, il sème des graines et prépare des plans. Par l'analyse des risques, le contrôle de gestion et le pilotage de la trésorerie, il participe à la protection des cultures et de l'écosystème de l'entreprise. Le DAF a aussi des caractéristiques d'un chef d'orchestre, parce qu'il est au cœur des relations de l'entreprise avec un bon nombre de ses parties prenantes. Il développe des savoir-être pour s'adapter à un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Flexibilité, adaptabilité, esprit collaboratif sont les principales qualités clés qui ressortent de l'enquête Euler-Hermès réalisée en 2020 auprès de 847 décideurs financiers européens. Le DAF va développer des compétences de co-concepteur, car les modèles d'affaires évoluent progressivement vers une plus grande et une meilleure prise en compte des enjeux socio-environnementaux. La loi Pacte de mai 2019 a par exemple modifié l'article 1833 du Code civil par l'ajout de la phrase suivante. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. D'autres textes permettent aux entreprises qui le souhaitent de se doter d'une raison d'être et de faire publiquement état de la qualité de société à mission.
Cette évolution s'accompagne en parallèle de la transformation du langage de l'entreprise. Pour co-bâtir l'entreprise de demain, le DAF a besoin d'outils et de graines. Je vais vous en présenter brièvement quelques-uns. Pour les outils, suivons le conseil de Léonard de Vinci et allons prendre nos leçons dans la nature car c'est là qu'est notre futur. Nous pouvons et devons nous inspirer de la nature en nous essayant par exemple à l'éco-conception, c'est-à-dire en intégrant la protection de l'environnement dès la conception de biens et services. L'objectif est de réduire les impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. L'entreprise Lys Packaging propose par exemple des bouteilles végétales et compostables. S'inspirer du vivant, c'est aussi s'essayer au biomimétisme, en étudiant et reproduisant des formes, propriétés et fonctions du vivant pour les transposer dans les processus de fabrication. Le velcro en est une illustration. Il reproduit les crochets d'une fleur, la bardane. Il y a aussi des solutions fondées sur la nature qui sont des actions qui visent à protéger, gérer et restaurer les écosystèmes naturels. Pourquoi ne pas intégrer également dans l'entreprise ce que la nature fait? Les principes de la permaculture que vous voyez peuvent offrir un cadre de travail. Je les ai découverts en 2007 lors d'une visite du centre de permaculture situé à Nimbin en Australie. Je ne les détaillerai pas tous tout de suite, mais en reprendrai quelques-uns tout au long de cette présentation. Pour pouvoir les appliquer, il est essentiel d'échanger et de réfléchir avec l'autre, de co-apprendre. Parce que transformer nos modes de communication, de production et de consommation est un processus tumultueux pour les individus et pour le collectif, s'initier à la communication non violente peut s'avérer très fructueux, car elle permet d'être attentif à la façon dont nous nous exprimons et dont nous écoutons l'autre. Chaque entreprise a un chemin qui lui est propre, elle doit donc trouver les graines qu'il lui faut. Je vais vous en présenter quelques-unes brièvement. L'entreprise doit être solvable pour exister. Il lui faut donc créer une production, principe de la permaculture. Le pourquoi structure le langage de l'entreprise, tant dans sa comptabilité que dans sa culture. De tous les pourquoi, il y en a un primordial. Pourquoi l'entreprise existe? Sujet collectif qui implique la gouvernance de l'entreprise. La réponse à ce pourquoi permet de semer les graines d'une vision globale et d'organiser la performance à tous les niveaux de l'organisation. Des structures d'ensemble vers les détails, comme en permaculture. Cependant, la réponse n'implique pas nécessairement un objectif de préservation de la planète, ce qui pose d'autres questions. Est-ce que l'entreprise souhaite être la meilleure au monde ou souhaite-t-elle être meilleure pour le monde? Découvrons ensemble la raison d'être de Patagonia. Fabriquer les meilleurs produits en causant le moindre impact environnemental, utiliser le monde des affaires pour inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale. En la lisant, il nous est possible d'imaginer des objectifs, des valeurs, ainsi que des stratégies, des choix d'investissement et des politiques organisationnelles. Le parcours d'entreprises libérées ou de celles issues de l'économie sociale et solidaire peut être également inspirant. Je pense par exemple au label Emmaüs qui a créé une alternative solidaire aux géants de la vente en ligne. Cette réflexion impacte in fine le travail du DAF. Pour le recrutement et la fidélisation des talents, le budget, le contrôle de gestion, les choix d'investissement, le pilotage ou encore le reporting financier. Il existe des outils que je ne détaillerai pas tous ici. Vous voyez à l'écran les principes du Beyond Budgeting qui peuvent inspirer. Il y a également des méthodologies et des expérimentations pour articuler le pilotage financier et non financier. C'est le livre de Jacques Richard, Comptabilité et développement durable, qui m'a fait découvrir ces questions il y a un peu plus d'un an. Il y décrit, par exemple, les critères de classification des comptabilités environnementales, ce qui est fort utile lorsque l'on s'intéresse à ce sujet. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous une experte de ces questions qui nous en parlera un peu plus dans quelques minutes. Un autre aspect important de la performance, les systèmes d'information et les nouvelles technologies. Que ce soit pour collecter et traiter de nouvelles données non financières,
pour améliorer le temps passé sur certaines tâches, la gestion de la trésorerie, des frais pro, la dématérialisation de documents, ou pour aider à développer l'offre commerciale, la vente en ligne, la création de communautés, ou d'applications, ou encore pour faciliter et améliorer la gestion RH. Je pense par exemple à l'accès aux données à distance ou l'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est en ne recherchant pas le profit avant tout qu'on l'obtient. Ce n'est pas de moi, mais du président de l'entreprise Resistex qui, par ses engagements sociaux environnementaux, a conduit l'entreprise à une croissance annuelle de plus de 10% et à une cotation crédit excellente. Et oui, car sans une planète vivante, il n'existe ni actionnaire, ni client, ni salarié. Là, je cite Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. La tâche peut sembler énorme et donner le tournis, mais il existe des pistes pour mettre le pied à l'étrier. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent démarrer dans la RSE avec un petit budget grâce au label Envol. Il est essentiel d'identifier, mesurer et évaluer les impacts directs et indirects ainsi que les dépendances de l'entreprise au capital naturel, social et humain, ce que les référentiels gratuits réalisés par la Natural Capital Coalition aident à faire. L'entreprise peut répondre au questionnaire gratuit du label B Corp, dont le score dresse un état des lieux sur différents volets qui sont mis en concordance avec les 17 objectifs de développement durable, les ODD, établis par les Nations Unies. Ces ODD fixent un agenda universel et offrent un langage commun à toutes les entreprises et territoires. Ils sont en lien avec d'autres outils, dont ceux qui sont indiqués sur la diapo. Des entreprises choisissent de débuter leur démarche par un bilan carbone en se référant à des référentiels internationaux comme le GHG Protocol ou français comme ceux de l'ADEME. Alors sachez que l'ADEME fournit de nombreux guides gratuits sur une variété de sujets, mobilité, énergie, déchets, etc. Les déchets sont une problématique récurrente. Pour y remédier, ne produisons pas de déchets, principe de la permaculture. J'ai évoqué tout à l'heure l'éco-conception qui peut être mise en valeur par le label Cradle to Cradle, du berceau au berceau. L'entreprise peut, dans une logique d'économie circulaire, intégrer dans sa stratégie la règle des 5 R en anglais. Première R, refuser les déchets, comme l'a fait par exemple l'entreprise Poisson Packaging, qui s'est lancée dans une stratégie zéro déchet, ce qui lui a permis de passer de la liquidation judiciaire en 1994 à un chiffre d'affaires de 28 millions en 2018. Deuxième R, réduire. Par exemple, l'obsolescence des produits, comme le fait l'entreprise SEB, qui assure aujourd'hui la réparabilité de 95% de ses produits et propose des forfaits réparation à un coût fixe. Elle a su utiliser les changements réglementaires sur le gaspillage en y réagissant de manière créative. C'est un autre principe de la permaculture. Troisième R, réutiliser. Par exemple, la chaleur des serveurs pour chauffer des bâtiments, comme le fait l'entreprise Carnot Computing. Quatrième R, recycler. Par exemple, les équipements informatiques via des ESAT. Cinquième R, en français, c'est un C, composter. Par exemple, les déchets organiques produits par l'activité. La tricyclerie à Nantes collecte ceux des restaurants pour enrichir les sols des champs et des jardins. L'entreprise peut enfin prendre des engagements en faveur de la biodiversité en rejoignant l'initiative Act for Nature sans coût d'adhésion. L'engagement peut être aussi philanthropique en reversant par exemple 1% du chiffre d'affaires annuel au 1% pour la planète. Ou encore un engagement de principe comme les centaines d'entreprises qui boycottent le Black Friday. Alors voici quelques graines pour les personnes, c'est-à-dire le cœur de l'activité économique. Employés, clients, fournisseurs, ils sont le premier levier qui assure la pérennité et le succès de l'entreprise. Bref, ce sont les VIP des DAF. Observons-les et interagissons avec eux. Encore un principe de la permaculture. Les collaborateurs, ce sont à la fois des individus et un collectif.
Pour prendre en compte ces deux dimensions dans sa gestion, l'entreprise peut intégrer des principes de la psychologie positive au processus d'amélioration de la qualité de vie au travail. Couplé à l'intelligence collective et ce que nous inspire la permaculture, les salariés peuvent ainsi participer à la co-construction du modèle économique. Un exemple récent, les collaborateurs de la CAMIF qui ont co-créé un matelas issu de déchets océaniques. 60 à 70% des salariés français souhaiteraient être davantage impliqués dans les démarches RSE de leur entreprise. La préservation de la planète offre du sens à tous. Laissons les idées se révéler. Soit via des ateliers sur les éco-gestes, une fresque de la biodiversité, un escape game RSE, soit via des formations sur les achats responsables, l'éco-conception, les comptabilités du futur, ou soit via des parcours comme ceux que propose par exemple Openland, l'Institut des futurs souhaitables ou Engage. Cette mise en commun d'idées favorise l'émergence de solutions concrètes tous azimuts. Pour les produits et services, la mobilité, les repas du midi, le recyclage, la solidarité, etc. La solidarité, qui est cruciale actuellement, s'exprime par exemple avec la pratique de l'arrondi sur salaire pour soutenir des associations, par le mécénat de compétences ou en nature. Les salariés de SWAT à Annecy ont réalisé par exemple des sites web gratuits pour soutenir les commerçants durant le confinement. Enfin, pour faciliter le mieux vivre ensemble, l'entreprise peut favoriser la diversité, un autre principe de la permaculture, en signant la charte de la diversité ou en rédigeant une. Alors les clients, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi, attendent des changements et de la transparence des entreprises. Et les disruptions technologiques accélèrent cette tendance. Aujourd'hui, les clients peuvent s'aider d'applications pour choisir des marques en fonction de leurs engagements. C'est le cas de l'application par exemple MoralScore. Si la réglementation sectorielle le lui permet, l'entreprise a un intérêt à solliciter et impliquer ses clients, consommateurs ou usagers pour adapter son offre selon leurs attentes. J'y vois là des liens avec les principes de permaculture relatifs à l'autorégulation, à la rétroaction et à l'utilisation de solutions à petite échelle. L'entreprise peut proposer à ses clients de co-créer les produits. C'est le cas par exemple de la plateforme de co-création de Decathlon ou de l'application ScanUp pour la co-création de produits alimentaires. L'entreprise peut également leur mettre à disposition le matériel pour qu'ils apprennent à fabriquer eux-mêmes les objets. C'est le cas du Tech Shop de Leroy Merlin. Elle peut aussi favoriser l'accès à ces services à tous, comme le fait Aurore Market. Des consommateurs créent même leur propre marque, comme C'est qui le patron. Les pratiques vertueuses deviennent aussi un critère de sélection des donneurs d'ordre. En effet, les très grandes entreprises sont soumises à des règles qui façonnent leurs relations avec leurs fournisseurs. L'entreprise SAFCO témoigne que son engagement dans le pacte mondial et les ODD lui a permis de faire face à une concurrence étrangère forte qui la menaçait et de vendre ainsi certains produits plus chers. Le prix n'est plus l'unique critère de sélection. Alors, les fournisseurs occupent également une place centrale parce que c'est grâce et avec eux que l'entreprise peut améliorer sa chaîne de valeur. L'entreprise peut prendre des engagements envers eux en signant la charte des relations fournisseurs responsables. Elle peut mettre en place une politique d'achat responsable, permettant à la fois d'impliquer les fournisseurs sur les enjeux évoqués, tout en répondant à une demande des clients et des salariés. Des entreprises accompagnent leurs fournisseurs, comme Veja, qui a alloué son budget marketing pour mieux rémunérer ses producteurs de coton. N'oublions pas l'existence de plateformes comme Better Buying, créées en 2019, qui permettent aux fournisseurs de noter anonymement les pratiques d'achat de leurs donneurs d'ordre et des impacts que celles-ci ont, notamment sur les conditions de travail qu'ils peuvent offrir, et ce, afin d'améliorer les pratiques. Clients, fournisseurs, salariés, tout est lié. Enfin, un mot sur les experts comptables, les commissaires aux comptes et les avocats
qui peuvent être force de proposition sur la structuration de cette triple performance financière, environnementale et humaine. Piloter la performance sociale et environnementale de l'entreprise signifie définir de nouveaux indicateurs non financiers. Voici des exemples relatifs à la biodiversité. Indicateurs d'empreinte, de pression, d'état et de réponse. Les mettre en place permet de positionner la biodiversité dans les objectifs stratégiques de l'entreprise, d'y intéresser les dirigeants, de dialoguer avec les parties prenantes et de faire évoluer le modèle d'affaires. J'espère que cette présentation vous aura donné à imaginer la variété de graines que le DAF peut semer pour mettre en place une gestion respectueuse des hommes et de la planète. Il dispose des compétences pour initier et participer à la cohérence, robustesse et transparence des efforts de l'entreprise en matière socio-environnementale, à la création de valeur et à une planète habitable pour tous. S'inspirer de la nature permet à l'entreprise de développer ses capacités d'adaptation. C'est une démarche qui requiert d'une part de l'humilité, tant il y a à apprendre et à désapprendre, et qui requiert aussi beaucoup d'amour pour notre planète, et donc, in fine, pour le vivant qui la compose. Je vous remercie.